Mes chers compatriotes, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont donné des informations voici quelques jours sur l'évolution prévisible des PNB des principaux pays du monde au cours des années qui viennent. Et ceci est passé assez inaperçu dans la presse française, mais ce sont des données qui sont du plus haut intérêt, et notamment des analystes américains ont sorti un tableau, un graphique, qui permet de voir l'évolution sur un certain nombre de décennies du rang des puissances économiques mondiales. Sur le graphique que vous allez voir et qui est tiré justement de ces études faites outre-Atlantique, eh bien, vous voyez qu'il y a on a le classement des grandes puissances, trois dates, en 1992, en 2008 et en 2024. Pour 2024, c'est évidemment prévisionnel, c'est ce qui est prévu pendant 4 ans. Et si l'on examine ça de près, qu'est-ce que l'on voit ? On s'aperçoit qu'en 1992 comme en 2008, la première puissance économique mondiale, c'était les États-Unis, en bleu sur le graphique, et qui tombe au deuxième rang en 2024, derrière la Chine. On s'aperçoit que la Chine, qui était la dernière sur ce tableau en 1992, s'était hissée au troisième rang en 2008 et deviendra la première puissance économique mondiale en termes de PNB en 2024. Le Japon, qui était deuxième en 1992 et en 2008, tombe au quatrième rang en 2024. L'Inde, qui n'apparaissait nulle part parmi les 10 premières puissances en 1992 comme en 2008, se hausse d'un seul coup au troisième rang en 2024 en termes de PNB. Et puis alors, on voit également en vert sur ce graphique l'évolution des pays européens. Et si j'ose dire, ça se passe de commentaires. L'Allemagne dont on nous dit toujours que c'est l'exemple à suivre et que c'est une grande réussite, eh bien le PNB de l'Allemagne était le troisième du monde en 1992, est tombé à la 4e place en 2008 et tombera à la 7e place en 2024. La France qui était en 1992 la 4e puissance économique mondiale, est tombée en 2008 à la 6e place et sera reléguée à la 10e place en 2024. Et les perspectives sont peu réjouissantes puisque probablement, après 2024, la France ne sera même plus dans les 10 premières puissances économiques mondiales. C'est d'ailleurs le sort qui est arrivé à l'Italie, qui était 5e puissance économique mondiale en 1992 et qui était 7e en 2008 et qui n'est plus maintenant dans les 10 premières puissances économiques mondiales. Le Royaume-Uni, qui lui était à la 6e place en 92, qui était passé à la 5e place en 2008, tomberait à la 9e place en 2024, mais devant la France. Au passage, d'ailleurs, on voit que le Brexit n'entraînerait pas du tout la catastrophe qui a été annoncée. En tout cas, pas une catastrophe pire que la France, puisqu'il resterait devant la France. L'Espagne, qui était la 7e puissance économique mondiale en 92, la 10e en 2008, disparaît du tableau. Le Canada, qui était la 8e puissance économique mondiale en 92, disparaît du tableau dès 2008 et en 2024 n'y apparaît pas. En revanche, c'est le Brésil qui lui succède en 2008 et en 2024 à la 8e place. La Russie, qui était la 9e puissance économique mondiale en termes de PNB en 92 et en 2008, se hisse désormais à la 6e place en 2024, du moins en croire ses perspectives. Enfin, la Chine, j'en ai parlé tout à l'heure, se hisse de la 10e à la première place pendant cette période de temps. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire sur ce graphique qui doit être médité ? Il y a des évolutions qui ne sont pas honnêtement tout à fait anormales. Le fait, par exemple, que la Chine, avec 1,5 milliard d'habitants, et l'Inde, avec 1,35 milliard d'habitants, soit désormais parmi le trio de tête des PNB, n'est pas anormal. En PNB par habitant, ça reste encore des pays qui sont à la traîne par rapport aux pays occidentaux. C'est vrai. Mais quand même, qu'est-ce que l'on voit ? 1992, c'est l'année du traité de Maastricht. C'est l'année à partir duquel, ça remontait en fait à l'acte unique de 86, mais fondamentalement c'est à partir de 1992 qu'il y a la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire le feu vert généralisé donné
par les traités européens, sous influence de l'OCDE, dont les médecines se sont appliquées aussi aux États-Unis, au Canada et au Japon, qui souffrent d'ailleurs comme les pays de l'Union européenne, eh bien cette politique de libre circulation des mouvements de capitaux a fait que ce qui était le facteur numéro un de production de richesse et de création du PNB dans les pays de l'OCDE a fui vers la Chine, vers l'Inde, vers le Brésil, ce qui explique la montée en puissance de ces puissances qui auparavant étaient des pays du tiers-monde, et ce qui explique la dégringolade des pays de l'OCDE, des pays occidentaux, sachant que l'on peut ajouter le Japon aux pays occidentaux. Mais ce qui est le plus frappant quand même sur ce graphique, c'est que les pays européens membres de l'Union européenne, c'est quand même la déroute. On s'aperçoit quand même que c'est vraiment une dégringolade extraordinairement rapide, tout spécialement pour la France, l'Espagne et l'Italie. Et je voudrais conclure là-dessus. Les partisans de la construction européenne nous expliquent toujours que sans la construction européenne, la France serait fichue, qu'on ne pourrait rien faire de ci, rien faire de ça. C'est le contraire qui est vrai. Les faits montrent exactement le contraire. Alors je connais la pirouette habituelle. La pirouette habituelle des idéologues, c'est de dire « Ah mais non, ça serait pire s'il n'y avait pas l'Europe. » Ah bon? Et qu'est-ce qui l'assure? À part le fait de l'idéologie. Qu'est-ce qui en assure la certitude? Regardez le Japon, par exemple, qui n'a jamais que 110 millions d'habitants, qui n'est pas un monstre de 450 millions d'habitants. Eh bien, le Japon se porte pas très bien, mais reste quand même dans une place tout à fait en haut du panier. Ce que je veux donc dire ici, c'est que je connais la pirouette habituelle de ceux qui diront « Mais non, ça serait pire s'il n'y avait pas l'Europe ». L'autre pirouette habituelle consiste à dire « Ça n'est pas de la faute de l'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, il faut donc plus d'Europe ». Malheureusement, on a assisté à ça tout au long du XXe siècle. Lorsque les statistiques, les résultats montraient que les pays qui avaient adopté la construction du socialisme, dégringolaient, leur économie ne marchait pas, que ça dégringolait, nous avions les idéologues de la construction du socialisme qui nous expliquaient ça n'est pas de la faute du socialisme, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme. Et puis au bout de 80 ans, ils ont dit ça c'est terminé. 74 ans après la révolution d'octobre, en 1917, 74 ans après, c'était donc 1991, c'était donc l'effondrement de l'URSS. Voilà où nous en sommes. Nous pouvons lire dans ce graphique le fait que la construction européenne, ça ne marche pas, et que plus on reste dans l'Union européenne, et plus nous allons dégringoler sur la hiérarchie des grandes puissances économiques mondiales. Toute une rumeur comme quoi l'Union européenne, c'est l'Europe. C'est le contraire pour moi de l'esprit européen. De Gaulle, dans son fameux discours des Cabris, vous savez, Europe, Europe, Europe. Il dit en même temps, c'est moi qui suis le véritable Européen. Parce que je suis pour une alliance d'États-nations, pour des politiques communes qui sont dans notre intérêt mutuel. Et je suis pour quelque chose qui s'appelait à l'époque le plan Fouché, qui était de dire, s'il y a des projets communs, on les fait en commun. S'il y a des projets où quelqu'un n'est pas d'accord, mais qui veut que les autres continuent, il les laisse continuer. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et que les autres ne continuent pas, il n'y a pas de projet. Donc c'est ça un État-nation. C'est ça la coopération entre États-nations. Autrement, ce qui arrive, avec ce système qui s'est mis en place de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est qu'on prétend décider ensemble, mais il y a à l'extérieur quelqu'un qui prend les décisions pour tout le monde. Et ça, c'est la puissance anglo-américaine à travers un euro couplé au système dollar et à travers, disons, une armée américaine qui, on l'oublie, dépense 740 milliards par an. Moi, ce que je vois, ce que je dirais tout bête, mais que tout le monde peut comprendre. En 1980, c'était il y a 40 ans, la Chine était l'un des pays les plus pauvres du monde. Moi, je suis allé en 1989 avec ma femme pendant plusieurs semaines, sac à dos, en Chine. Je peux vous assurer que c'était quelque chose de délirant. 150 € par tête et par an. C'est arrivant à Datong, en Mongolie intérieure, à 6 heures du matin, après avoir fait 300 km entre Pékin et Datong, il avait fallu faire 12 heures de train. On arrive à des peuples, des populations, je sais pas comment vous dire, hébétées, voyant des Occidentaux venant nous toucher avec des airs. Enfin, c'était effrayant. Mais vraiment, plus que le quart-monde. 40 ans après, nous avons un pays qui a, de fait, en parité de pouvoir d'achat, c'est la première économie mondiale.
C'est une économie maintenant qui fabrique tout, et de plus en plus. C'est une économie qui maintenant envoie une fusée sur la Lune, rapporte des échantillons, et ça va dans le sens d'ailleurs de Jacques Cheminade, c'est que ce pays en 40 ans, il a mobilisé sa population. La transformation de la Chine, qui, soit dit en passant d'ailleurs, donne raison de façon formidable à ce qu'avait dit Charles de Gaulle, qui avait dit à Perfit, il n'est pas exclu, au moment où il avait reconnu la République populaire de Chine en 64, il n'est pas exclu que la Chine redevienne au siècle prochain, c'est là où nous sommes, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être dans l'histoire, c'est-à-dire la première puissance de l'univers. Alors moi je voudrais dire ça parce que, de temps en temps, il faut aussi donner des petits moments d'espoir. La France, comme tous les pays du monde, elle a une sinusoïde dans son histoire. La France, elle a connu des très grands moments, et puis elle a connu des moments épouvantables. Et je pense qu'actuellement, on est quasiment au fond. Peut-être qu'on va encore aller un peu plus au fond, mais pas beaucoup plus, parce que la France est dans un moment épouvantable de son histoire. Mais les redressements sont possibles. Et les redressements nationaux sont toujours fondés sur l'amour de la nation, la connaissance de son histoire, et sur, vous savez ce que disent les Africains, un beau proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». La France, elle a une histoire bimillénaire. L'amour de la nation, voilà. c'est pas tendance en ce moment. Mais dans un monde globalisé. Non, mais justement, le monde. Qu'est-ce qui a fait que la Chine est en train de devenir la première puissance de l'univers, y compris bientôt en termes militaires d'ailleurs? C'est justement parce que la Chine a renoué avec elle-même. L'utopie maoïste, internationaliste, etc., où on a changé l'écriture, où la campagne Pilin-Picon contre Lin Piao et contre Confucius, le reniement de tout ce qui était l'histoire de Chine, ces théories à la mode ont entraîné la Chine dans le désastre absolu. Et depuis que Deng est revenu au pouvoir, puis ses successeurs, ce sont des gens qui, au contraire, ont réhabilité la pensée confucéenne, le travail, le respect de et l'enrichissement. Bon, je dis pas forcément. Alors je sais qu'il va y avoir encore des gens qui vont dire regardez Asselineau, ils vantent le modèle chinois, etc. Chacun doit avoir sa voix. Je ne dis pas que la France doit devenir comme la Chine actuellement. Non, eux-mêmes ne le disent pas. Mais d'ailleurs, eux-mêmes ne le disent pas. Mais je connais bien les Chinois. Je pourrais raconter 1000 anecdotes. J'avais accompagné notamment Jacques Chirac quand on avait été reçu par le président Chiang Sai-min dans la cité interdite à Pékin. Il n'y a de richesse, comme disait Jean Baudin, que d'hommes. Et il n'y a de richesse que finalement dans ce que produit une économie. Actuellement, la Chine est devenue l'usine du monde. Elle est devenue l'ingénierie du monde. Ils produisent chaque année peut-être 900 000 ou je ne sais plus combien, 1 million d'ingénieurs par an. Et chaque classe d'âge en Chine, c'est à peu près, je ne sais pas, 15 millions de personnes. Hein, il y a 1,5 milliard. Donc ils produisent chaque année, sort du système scolaire chinois qui est du top niveau maintenant, des premières universités comme Beidai ou des grandes universités chinoises. Ils produisent des centaines de milliers d'ingénieurs. Et c'est un peuple qui est tendu vers son auto-affirmation. A contrario, regardez les États-Unis d'Amérique. Il est maintenant béant devant tout le monde entier que les États-Unis d'Amérique sont entrés dans une phase de décadence accélérée. Voilà. Oui, mais alors, Donc j'espère qu'ils sortent, parce que c'est un danger pour le monde. Un tigre blessé, comme le savaient les colonialistes anglais, est le plus dangereux de tous. Regardez ce que disait mais De Gaulle. Moi, je voudrais savoir si on doit s'inquiéter Non, ou s'enthousiasmer. on s'en fout. On s'en fout. Moi, ce qu'il faut, c'est d'abord que la France soit la France. Regardez ce que disait De Gaulle. Oui, mais on peut rien faire. Non. Mais pas du tout. De Gaulle disait, en France, pour qu'il y ait quelque chose qui marche bien, quelque chose qui soit grand, qui marche bien, il faut qu'il y ait dedans de l'État, parce que sinon, ça merdoie. Regardez, et puis nous ne sommes pas assez pragmatiques. Regardez. On appartient à l'Union européenne, on peut rien faire. Non, mais oui, mais justement, moi je propose d'en sortir. Regardez par exemple, il n'y a aucun État au monde qui ferait ce que fait la France, et surtout pas la Chine ou le Japon, qui sont des pays que je connais archi par cœur, enfin que je connais bien. Ce sont des pays où, quand quelque chose marche, on garde. En France, on avait un truc qui marchait formidablement, c'était la SNCF. Un truc qui marchait formidablement, c'était EDF. Un truc qui marchait formidablement, la filière... Mais là, on reviendra pas en arrière. La filière électronucléaire. On est en train, par idéologie, par soumission idéologique, c'est ce qu'ont fait les Chinois entre 1949 et 1979, à peu près. Par soumission idéologique, on est en train de tuer les uns après les autres tous les fleurons de ce qu'avait fait la France. Et quand vous avez quelqu'un, moi j'aimerais bien le rencontrer, je sais qu'il est très âgé, mais qui est Marcel Boiteux, qui a été pendant des années le PDG d'EDF,
On avait le premier électricien au monde. Bon, On vendait en Chine. Vous faites de la nostalgie, là, monsieur J'ai rencontré les deux Asselineau. Marcel Guato et Marcel Paul, qui étaient le communiste. Qui était le communiste. Non, mais là, on fait de la nostalgie. Ça n'est pas du tout de la Là, nostalgie. on parle du monde de demain. Non, mais le monde de demain, si nous continuons comme ça, la France va être détruite. C'est pour ça qu'il y a une urgence absolue. Et moi, je me fous des vaticinations qu'il y a à Davos. Parce que tout ça, c'est rien. On essaie de faire croire au monde occidental, en fait, on a transformé un peu le monde occidental en une espèce de rentier, une espèce de système négrier au niveau planétaire, où il y aurait les Blancs, qui sont les caïds du cerveau, qui seraient là, qui ficheraient plus rien, et puis ce sont les peuples des pays du tiers-monde qui travailleraient pour eux et qui apporteraient la valeur ajoutée. J'exagère, mais à peine, c'est un peu... Et les Blancs plantés devant leurs jeux vidéo, Voilà. à voir la vie comme un spectacle. Un peu caricatural, mais on comprend bien. Et on parle de ça comme si c'était un système quaternaire, c'était au-delà des services, ça serait le système virtuel. Non, non. Mais si un jour, si vous voulez, il y a un vrai choc mondial, s'il y a un effondrement général, s'il y a une crise mondiale, qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui restera ? Il restera pas, vous savez, lorsque Lehman Brothers a fait faillite, il restait quelques murs et puis c'était tout. Lors le monde virtuel, quand les choses s'arrêtent, il reste plus rien. Tandis que si demain tout s'arrête, la Chine, c'est quand même le pays qui produit concrètement et matériellement les biens matériels dont les populations ont besoin. C'est pour ça qu'il faut en finir avec le fait que le monde occidental fonce vers le système virtuel. Il faut en revenir à des choses de bon sens et à ce qu'a été la France. Alors, in fine, pour conclure... C'est super important. Un dernier mot. Regardez, un des enjeux du monde de demain qui arrive, c'est les fameux ordinateurs quantiques. Oui. La France découvre maintenant que l'Angleterre, ce qui est un peu normal, mais l'Allemagne, ont développé leur propre filière nationale d'ordinateurs quantiques, surtout pas en parlant à la France. C'est-à-dire que la France, dans tous les domaines, on apprend d'ailleurs aujourd'hui que la fameuse Twingo, vous savez, ne va plus être fabriquée d'ailleurs en Slovénie, c'est maintenant parce que les Allemands, maintenant, veulent travailler avec les Chinois. C'est-à-dire que la France est le dindon de la farce. Nous croyons que tout le monde est gentil comme nous. Ça n'est pas vrai. Les Anglais viennent de prendre la tangente. Les Allemands n'en font que en fonction de leurs intérêts nationaux, toujours et tout le temps, notamment sur les ordinateurs quantiques. Juste pour clore ce tout sujet, le monde s'il vous plaît. est soumis comme nous, avec les plumes de pan en plus. Juste pour clore. Alors pour vous, j'ai besoin de savoir, pour que ce soit clair, le forum économique de Davos, c'est quoi ? C'est un nouvel ordre mondial, c'est un nouveau green vert, ou c'est la révolution industrielle avec intelligence artificielle et co ? C'est une mutation organisée par une finance verte au détriment de ceux qui sont les peuples du monde. Okay. Et on embobine les écologistes sous une forme verte pour avoir une vision pessimiste du monde, dire haro sur l'humanité. Okay. Et de cette façon, la finance verte, c'est l'avantage pour elle, masque ses propres responsabilités dans la destruction du monde. Elle dit c'est l'humanité, c'est pas moi. Et surtout, j'ajouterais, je suis d'accord, mais j'ajouterais en plus que ces gens qui se réunissent à Davos ne représentent pas forcément le futur du monde. Le futur, il se dégage ailleurs, il se fait par d'autres. Vous savez, Xi Jinping ou Vladimir Poutine, quand ils prennent leurs décisions, ou Narendra Modi en Inde, ils les prennent de façon nationale. Ils se fait éperdument ce que l'on peut dire là dans les arpents de neige du côté de. Moi, ils examinent quand même les conséquences. Ils en examinent les conséquences. Ils sont intelligents, évidemment. Mais si vous voulez, le côté là, le Greta Thunberg, tout ça, on laisse ça. Ça, c'est l'année dernière, Greta Thunberg. Je voulais juste terminer. Je voulais rester un petit peu en Chine. On a même, je ne sais pas si on a le temps d'évoquer les nouvelles routes de la soie, rappeler ce que c'est, et puis je ne sais pas, la position européenne, ça aurait été intéressant de savoir. Est-ce que vous pouvez faire court sur les nouvelles routes de la soie? Alors, la nouvelle route de la soie, c'est un projet que nous-mêmes, nous avions défendu depuis très longtemps. Nous avons parlé avec les Chinois à une époque. Quels sont les pays, quels sont les secteurs concernés? Les pays, c'est le monde entier. Il y a une centaine de pays qui sont dans la nouvelle route de la soie aujourd'hui, y compris la France, qui a adhéré. Et il y a une banque pour les nouvelles routes de la soie qui n'est pas la plus importante, c'est l'Export-Import-Banque chinoise qui, elle, finance tous les projets en Afrique. Donc ils ont tout un dispositif financier derrière ces nouvelles routes de la soie. Alors certains disent 1000 milliards, d'autres disent 3000 milliards. C'est beaucoup. C'est sans doute plusieurs milliers de milliards qui sont derrière comme projet. Appliqué, c'est moins, beaucoup moins. Mais comme projet, c'est beaucoup plus. Et il y a des choses comme la route qui va être construite entre la Chine et le Pakistan, qui est une chose absolument incroyable. Ils vont faire des ports en eau profonde. En Afrique aussi, ils ont développé des voies ferrées. C'est quand même, je suis scandalisé de voir que c'est eux qui ont fait le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, alors que nous l'avions fait avant, mais nous n'avons pas été foutus de le moderniser. C'est ça qui est très triste et qui me rend triste. Nous n'avons pas été fichus de faire Africa Rail, qui est un projet qui fait tout le tour des pays Niger, Côte d'Ivoire, Niger, Bénin,
et finalement Togo, qui fait tout le tour. Tout ça, on ne l'a pas fait, on ne le finance pas. Et on a été incapable de faire ceci. Alors, si les Chinois arrivent, c'est parce que nous leur avons laissé la porte ouverte. Et nous devons faire aujourd'hui avec eux, tout en gardant nos positions, parce que nous avons des positions en Afrique encore, mais pas pour faire une nouvelle ou faire durer la France-Afrique, pour faire une politique réelle de développement de l'Afrique. Et là, nous aurions en Afrique une extraordinaire possibilité. Notre ami Sébastien Périmoni, que vous connaissez, est allé au Mali, et il voit qu'ils attendent autre chose de la France. Ils n'attendent pas une politique où il y a simplement des militaires qui ne développent pas l'économie. Et on voit à Bamako des gens qui sont dans l'économie informelle en train de mendier partout. Si on avait une autre politique qui développe la région, qui développe l'eau, qui développe l'électricité, là on ferait quelque chose. Il y a des Français et des Anglais et des Américains qui sont allés voir un gouverneur de province en Chine. Et ils ont dit, quelles sont vos statistiques financières commerciales ? Il n'y en avait pratiquement pas. C'était il y a une vingtaine d'années. On lui demande, mais comment vous jugez-vous ? Il dit, j'ai 3 critères. L'espérance de vie, le niveau d'éducation et la dépense d'électricité. Avec ça, je sais comment marche mon État. J'aurais peut-être dû rappeler que la nouvelle route de la soie, c'est un grand projet, un projet pharaonique d'infrastructure maritime et terrestre. C'est important pour ceux qui découvrent. C'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, ça fait allusion à ce qu'on appelait les routes de la soie, qui remontent à l'Empire romain. Il y a 2000 ans. On a trouvé des sesterces de l'empereur Trajan dans les... comment dirais-je, à Xi'an, vous savez, là où il y a l'armée enterrée du roi de l'empereur. Qui reliait la côte pacifique de la Chine à la Méditerranée. Oui, qui s'appelle Xi'an maintenant. Et ça fait depuis... Il y a toujours eu des liens. Il y avait de la soie à Rome. Or, la soie de Rome, sous l'Empire romain, venait de la Chine. On ne savait pas d'ailleurs comment c'était fabriqué. C'était un des secrets, c'était un des mystères. Et tout au long de l'histoire, il y a eu des liens entre l'Europe, le monde occidental et la Chine, avec évidemment ponctué notamment par toute l'épopée de Marco Polo, qui prétend avoir été d'ailleurs sous Kubilai Khan, donc sous la dynastie mongole, qui a été gouverneur d'une des provinces. Et donc là, les Chinois d'aujourd'hui ont ressuscité, du point de vue marketing, cette affaire, pour en faire un projet d'infrastructure géante, mais aussi de pénétration économique et géopolitique. Le projet du siècle, dit le président chinois. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc, il y a, vu d'Europe, par exemple, on ne sait plus très bien quoi faire parce que la Commission européenne impose la privatisation généralisée des infrastructures, pas seulement en France mais ailleurs, notamment par exemple en Grèce, donc la privatisation. Sauf qu'on a des politiques malthusiennes en Union européenne, donc les États n'ont plus d'argent. Et qui est-ce qui a de l'argent au monde ? C'est la Chine. On ne peut pas vouloir à la fois forcer les Grecs ou les Italiens ou les Portugais ou bientôt les Français à vendre leur patrimoine. À quel point sommes-nous dépendants de l'économie chinoise ? À vendre leur patrimoine et s'offusquer que ce sont ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire les Chinois, qui viennent l'acheter. Voilà. Donc il y a à la fois une ouverture vers la Chine et la crainte. On a toujours ce discours ambivalent en ce moment. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est pareil. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre les Chinois ? Moi, ce que je sais, c'est que là aussi, le précurseur avait été De Gaulle, qui avait eu l'intelligence extrême. Et à chaque fois que je peux vous assurer, quand on va voir des dirigeants chinois au plus haut niveau, moi je me rappelle Chiang Zemin disant à Jacques Chirac, j'étais là, on était 10 autour de la table, en disant la première chose qu'il lui dit, c'est « Vous êtes le digne successeur du général De Gaulle qui a fait preuve d'esprit, de vision et de prémonition lorsqu'il a reconnu la République populaire de Chine en 1964. » Au lieu de creuser cet avantage distinctif que nous aurions, nous... On déverse des milliards dans la construction européenne pour aller faire construire des routes. Par exemple, en Croatie. La Croatie, on a dépensé... L'Union européenne a fait construire un gigantesque pont en Croatie. Il faut un appel d'offres. Et qui est le moins disant ? Les Chinois. C'est-à-dire que nous, on paye pour que l'Union européenne donne de l'argent à la Croatie et que la Croatie se tourne vers les Chinois pour qu'ils construisent un pont. Mais notre intérêt, à nous, géopolitique... Ça a été la même chose avec tout le solaire, où on a financé la pose de panneaux solaires, et ce sont les Chinois qui les ont fabriqués, au lieu de financer la fabrication. Notre intérêt, bien joué pour les Chinois, mal joué pour nous. Notre intérêt géopolitique, c'est d'abord d'être amis avec la Chine, bien entendu, chacun chez soi, chacun ayant ses propres valeurs, ça c'est exact, mais il n'y a pas de raison de considérer les Chinois comme des ennemis, il n'y a pas non plus de raison de ne pas les considérer comme des concurrents géopolitiques. Et donc, par exemple, en Afrique, là, c'est ce que je dis depuis 14 ans, la France devrait réorienter les milliards qu'elle verse vers des pays de l'Est, qui d'ailleurs sont souvent des pays maintenant largement développés,
pour les orienter notamment vers les pays avec lesquels nous avons des liens d'amitié, d'histoire, de participation à la francophonie, de même langue. Ce sont des choses très très importantes que nous devrions développer, bien évidemment. Ça serait... Surtout, je pense, on devrait cesser de se laisser démanteler par les milieux financiers et de voir bien qu'aujourd'hui, si vous regardez tout le système de l'euro, il est défendu par qui ? Des gens qui sont dans toutes les entreprises. Pourquoi ? Parce que dans toutes les entreprises, au conseil d'administration, il y a au moins quelqu'un qui relève des grandes banques complices et alliées dans ce système de l'euro. C'est très clair. BNP Paribas, Michel Pébrois a joué un rôle essentiel. C'est un homme très intelligent, mais qui a joué un rôle essentiel dans ce démantèlement. Nous avons fait campagne dès le départ contre Raymond Barre. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing l'a nommé Premier ministre. On a dit il va faire une politique désastreuse parce que sa conception de l'économie, c'est pas l'économie physique, c'est pas l'économie réelle, c'est l'économie où il y a des avantages, des désavantages, des souffrances ou des plaisirs. Et quand on gagne le plus en avantages et en plaisirs, c'est là qu'on va faire de bons choix. Et c'est l'économie hédoniste, on peut l'appeler, pas du tout l'économie physique réelle. À partir de là, on est rentré dans un jeu financier de dérégulation internationale peu à peu. Et la politique de François Mitterrand, ça je viens de l'apprendre, lorsqu'il a pris le tournant de la rigueur en 82-83, a été en partie conseillé par qui ? Par Raymond Barre. Et quand moi j'ai dit à l'époque, mais Raymond Barre, c'est un homme qui est malhonnête intellectuellement. Je n'aurais jamais cru qu'il était aussi malhonnête financièrement avec son argent en Suisse. Vous dites que vous venez de l'apprendre par qui ? Où ? Comment ? Par quelqu'un qui avait suivi de près ce qu'avait fait Raymond Barre à l'époque et qui lui était associé. Donc, et qui en était, disons, un peu chagriné. Les Chinois sont pas bêtes. Je pourrais vous raconter là encore de quantité d'anecdotes avec les plus hauts dirigeants chinois. Il faut une volonté politique pour ça. Mais ils savent que la France est lancée dans un truc qui ne marche pas. Oui, Ils le savent. Ils le savent parfaitement que tout ça, la construction européenne a été ourdie par les États-Unis d'Amérique. Ils le savent. Il y a des proverbes. Il y a un proverbe, je crois, qui dit « Dans une cuisine, s'il y a 8 cuisiniers dans une cuisine, tout se refroidit ou se brûle ». C'est-à-dire il faut un patron, il faut un chef. Ils savent qu'il y a un autre proverbe comme ça pour traverser en bateau. S'il y a 8 capitaines dans un bateau, le bateau coule. Ils le savent. Et donc ils jouent sur ça. Nous ne sommes même pas capables de défendre nos intérêts nationaux. Je vais vous rendre un exemple tout bête. Oui, et on termine. Moi, je serais à l'Élysée. Je dirais aux Chinois, attendez, là, ils ont acheté, vous savez, on en est à peu près à 147 châteaux dans le Bordelais qui ont été achetés par des intérêts chinois. L'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas acheter des lopins de terre, par exemple, des jardins de thé dans le, je sais pas moi, dans le du Longjingcha, du thé du Puy du Dragon, près de la ville Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, moi, je dirais aux Chinois, je les aime beaucoup, je dirais, c'est bâti sur la réciprocité et le respect de la souveraineté de l'indépendance nationale. Vous n'avez pas non, mais attendez, mais il savait qu'aux Français de décider. Oui. C'est-à-dire que moi, je dirais, eh bien, vous avez maintenant acheté, maintenant c'est bon. Le dernier mot, Jacques Cheminade. Le dernier mot, je dirais, ce qui me donne de l'espoir, c'est que le 17 novembre, sur Publi-Sénat, est apparu un programme « De Gaulle, l'homme à abattre ». Et on montre bien que ce n'est pas les États-Unis en tant que pays, mais ce sont les intérêts anglo-américains, notamment du renseignement, avec des gens que moi-même, lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai vu combien ils étaient néfastes, qui ont tout fait pour abattre De Gaulle, parce qu'ils représentaient un intérêt industriel, un intérêt de développement et un intérêt national français. Et Roosevelt, qu'on accuse beaucoup de l'avoir fait, en effet, a endossé cette politique-là, il avait des ambassadeurs à Vichy, il voulait gagner rapidement la guerre. Mais après la guerre, Roosevelt et De Gaulle n'ont pas pu se rencontrer, Roosevelt est mort. Et De Gaulle dit quelque chose de très intéressant. Quand on pense dans le sens de sa nation, et je comprends que Roosevelt ait pensé dans le sens de la nation américaine, il y a peut-être un espoir de s'entendre, parce que quand on pense dans le sens de la nation, deux représentants de nation peuvent s'entendre contre ceux qui cherchent à la détruire. Et je crois que cette entente entre nations est à la fois le fondement de ce qu'une indépendance nationale doit être, la défense, ne pas se laisser marcher sur les pieds et développer ses sources et développer tout ce qu'on peut apporter, et en même temps accepter ce qui peut être intéressant du monde pour en faire une partie de son propre développement. C'est ce que De Gaulle disait pendant la guerre, depuis Alger, en disant la France manque au monde, mais le monde aussi manque à la France, à condition que la France, évidemment, sache avoir un instrument pour filtrer ce qui vient du monde dans ses intérêts. Voilà. On finit avec De Gaulle, alors. Bon, mais en fait, on en revient toujours un petit peu à ça. C'est-à-dire que De Gaulle est finalement, de tous les chefs d'État français depuis plus d'un siècle, celui qui a sans doute
le plus défendu l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt du peuple français. Ouais.